Merci de nous rejoindre pour cette grande soirée présidentielle. Il est 19h moins d'une heure maintenant avant nos estimations Ipsos Soprasteria pour le résultat. Qui de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sera le 8e président de la 5e République? Merci d'avoir choisi France 2 et le site de franceinfo.fr pour vivre cet événement en direct. Émission que vous retrouvez également sur TV5 Monde pour les Français de l'étranger que je salue ce soir. C'est l'épilogue d'un feuilleton incroyable, passionnant, inquiétant, alimentant vos questions, vos interrogations sur l'avenir de la France. Nous allons vivre tout cela dans un instant en direct avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux que vous voyez. Nous sommes ce soir avec nos équipes au plus près de chacun des deux candidats. Les grands débats, les premières interventions ce soir, ça sera avec Léa Salamé et David Pujadas. Les analyses, celles de Brice Teinturier et de Nathalie Saint-Cric. Et puis Marie-Sophie Lacaro nous informera en direct de l'activité des réseaux sociaux. Mais tout de suite, le premier indicateur, c'est celui de l'abstention, estimation Ipsos Soprasteria, qui est pour le moment de 26% abstention, en hausse par rapport au premier tour. Dans une heure à peine, on découvrira ensemble le visage du prochain président ou de la prochaine présidente de la République. Ce sont ces milliers de bulletins que vous voyez au-dessus de moi symboliquement qui se dirigeront vers le vainqueur de ce premier tour dans ce studio virtuel. Tout cela apparaîtra donc sous vos yeux à 20h. Les choses avancent, le suspense aussi. Chacun attend avec impatience de connaître le verdict de ces mois de campagne. Et c'est le cas également dans les grandes capitales car ce scrutin intéresse fortement nos partenaires. David, on entame ce grand tour des capitales. Oui, on l'a entendu il y a un instant, Christophe Onodibio le disait, rarement une élection présidentielle en France aura autant passionné la presse internationale, mais aussi les dirigeants étrangers. Paris au centre des regards, on va d'abord aller en Allemagne, principal partenaire politique et économique de la France. Bonsoir Amaury Guibert. Quelle perception et quels espoirs là-bas ce soir ? L'espoir des Allemands, il est très clair, David, c'est que la France confirme son attachement à l'Europe, à la construction européenne. Le contraire serait vraiment vécu ici comme une catastrophe, tant Berlin semble avoir besoin de Paris aujourd'hui dans cette période troublée post-Brexit. Pour les Allemands, c'est bien l'avenir de l'Union européenne qui dépend du résultat de ce soir. Voilà pourquoi ils ont suivi avec énormément d'intérêt cette campagne. On l'a vu dans la presse, on l'a aussi vu dans une succession de déclarations et de prises de position de la plupart des responsables politiques allemands, jusqu'à la chancelière Angela Merkel qui n'a pas fait mystère de son choix. C'était assez inédit, mais ça montre bien qu'aux yeux de Berlin, le résultat de ce soir est un enjeu absolument capital. Merci à vous, Amaury. On va aller de Berlin à Bruxelles dans un instant, mais d'abord regardez cette image, puisque priorité aux images, tout ce sera la règle toute la soirée. C'est toujours la voiture de Marine Le Pen que nous ne quittons pas d'une semelle, si j'ose dire, en tout cas d'une moto, et qui arrive dans les prochaines secondes à la Selle Saint-Cloud. On ira également retrouver Emmanuel Macron qui arrivera donc pas à la Selle Saint-Cloud, je me trompe, mais au Bois de Vincennes, au Chalet du Lac. La Selle Saint-Cloud, c'est chez elle. Elle a quitté son QG et elle arrive au Bois de Vincennes. Direction Bruxelles. À présent, l'euro, faut-il en sortir ou pas? Comment réformer l'Union européenne? On a beaucoup parlé d'Europe dans cette campagne. Valérie Lerouge, bonsoir. Vous êtes à Bruxelles. Quel sentiment domine ce soir? Eh bien, les dirigeants européens retiennent leur souffle ce soir. Plus un tweet, plus une déclaration officielle depuis plusieurs jours déjà. Et cela tranche avec l'ambiance du soir du premier tour où Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, n'avait pas pu se retenir de féliciter ouvertement Emmanuel Macron. Il était sorti de sa réserve habituelle et plusieurs dirigeants européens lui avaient emboîté le pas. Car entre le candidat qui leur promet, qui leur assure un changement dans la continuité, la candidate qui promet un bras de fer difficile et qui menace de sortir l'Union européenne, évidemment, leur choix a été vite fait. Ici, alors, les dirigeants européens vont attendre impatiemment ce résultat dans moins d'une heure maintenant et ils vont scruter le résultat, le score, car ils ne manqueront pas de l'exploiter pour en déduire du niveau d'amour ou de désamour des Français avec l'Union européenne. Ce sera d'autant plus important et symbolique 10 mois après le scrutin sur le Brexit et la gifle infligée ici par les Britanniques. Oui, ce sera aussi un indicateur, bien sûr, sur ce sujet-là. On termine ce rapide tour du monde à Washington. Bonsoir Jacques Cardoz, vous êtes sur place. Est-ce que l'élection figure ce soir parmi les premiers sujets traités par les médias aux États-Unis ?
Eh bien écoutez, pour vous donner une idée, French Election 2017, le hashtag French Election 2017 est le deuxième hashtag qui remonte le plus ici aux États-Unis dans le courant de cette matinée. Bien entendu, CNN, Fox, NBC, ABC ont dépêché des envoyés spéciaux à Paris et considèrent que cela fait partie des 3 titres principaux à développer dans le courant de cette journée. On présente ici Emmanuel Macron et Marine Le Pen comme 2 challengers. On parle d'une ère nouvelle pour la France, quoi qu'il arrive et quelle que soit l'issue du résultat. Et on parle aussi de l'élection la plus importante en Europe de la décennie. Et bien entendu, toutes ces chaînes d'information seront en direct tout à l'heure au moment où vous annoncerez les résultats. Merci Jacques, merci aux téléspectateurs également qui nous suivent sur TV5 Monde, à ces Français de l'étranger. D'abord une image maintenant avec celle de l'arrivée, vous le voyez, de Marine Le Pen qui est en train d'arriver auprès de ses militants. Ils seront ce soir rassemblés au Chalet du Lac dans le bois de Vincennes. Elle y arrive dans quelques instants. On va retrouver Anne-Claire Poignard qui la suit ce soir pour nous. Oui, absolument. Marine Le Pen qui s'approche des lieux où doivent se dérouler la soirée. Nous sommes arrêtés à l'instant même par un barrage de policiers. Le convoi qui s'enfonce dans le bois de Vincennes. Marine Le Pen qui va y retrouver sur place un peu plus de 1000 invités, parmi lesquels des élus et des militants. Merci Anne-Claire. Alors vous l'avez vu depuis le début de cette soirée, nous partons à la rencontre des Français. Direction maintenant la Bretagne, on retrouve Mathieu Boisseau. Mathieu, vous vous trouvez à Quimper, une ville qui a porté Emmanuel Macron en tête de ce premier tour avec plus de 33% des voix. Oui, nous sommes à l'intérieur de la mairie et c'est dans cette salle, sur ces écrans géants, que les résultats pour Quimper seront affichés juste après 20h. Les électeurs pourront d'ailleurs assister à l'annonce des résultats. Il y a pour l'instant un chiffre que l'on connaît, c'est celui de la participation. Regardez sur ce graphique tout à droite en rouge, 70,34% de participation à 17h. Le constat, il est clair, les Quimpérois se sont moins mobilisés qu'en 2012. La participation est en baisse de 6 points. Les 49 bureaux de la ville, ils ont ouvert à 8h et ceux qui se sont assurés toute la journée de la bonne tenue du vote, ce sont les assesseurs. On va aller les déranger 2 secondes dans leur activité. Bonjour, dites-moi quel a été votre rôle pendant toute cette journée? Eh bien aujourd'hui, là, je me suis occupé de la vérification des papiers d'identité, des cartes électorales pour chaque électeur, qui nous permet de donner un accord pour voter. Pas de problème pour l'instant? Aucun problème. C'est la première fois que vous faites ça? Non, ça fait quelques années. Pour quelle raison? Mais écoutez, c'est un devoir citoyen d'aider nos élus. Voilà. Vous avez aussi l'impression d'être au cœur du fonctionnement du scrutin, j'imagine? Tout à fait, c'est une institution qui marche très très bien. Et donc c'est intéressant et instructif de voir comment ça fonctionne. On va aller voir la présidente du bureau de vote. Dites-moi, est-ce que ça a été compliqué de trouver des assesseurs aujourd'hui? Non, pas du tout. À Quimper, ça s'est très très bien passé. On a 414 personnes dans les bureaux et il y a un esprit citoyen qui s'est manifesté dès le soir du premier tour, donc une journée qui s'est passée sans encombre. Maintenant, c'est le dépouillement. Comment ça va se passer pour faire remonter tous les résultats des bureaux de vote pour la ville? Alors l'ensemble des présidents de bureau, il y en a 49, va proclamer ses résultats et on va les inscrire par un système informatique qui va apparaître sur un écran géant à l'hôtel de ville au fur et à mesure que le dépouillement sera fait. Voilà, et au premier tour, ici à Quimper, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête avec 33% des suffrages. Marine Le Pen, elle, a récolté 10% des voix. Marine Le Pen qui est précisément en train d'arriver sur le lieu où elle sera toute la soirée, c'est-à-dire on va découvrir ces images, c'est-à-dire ce restaurant du bois de Vincennes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien, le bois de Vincennes, c'est l'un des 2 plus grands bois autour de Paris, situé au sud-est de la capitale. C'est un lieu assez chic où Marine Le Pen réunit donc 1 millier de ses partisans. Je crois que Jean-Baptiste Marteau est sur place pour nous faire vivre cette arrivée. Jean-Baptiste. Oui, David, Marine Le Pen qui vient tout juste d'arriver, vous voyez son véhicule qui est stationné là, et qui n'est pas rentrée tout de suite dans la salle où se trouvent ses militants. Elle est en fait dans une tente avec ses proches conseillers juste là derrière. Elle devrait ensuite arriver sur scène après 20h, une fois que les résultats ont été connus. On vient d'ailleurs de voir plusieurs de ses proches arriver, et notamment sa mère, Pierrette Lalanne, qui est également présente, comme elle était là il y a 15 jours à Hénin-Beaumont pour le premier tour. Merci Jean-Baptiste. Coup de projecteur maintenant sur le parcours des 2 candidats
candidats en lice ce soir sur leur histoire politique. Un rappel de dates et de faits marquants. On commence par Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, dans la Somme. Il a 39 ans et il deviendrait en cas de victoire le plus jeune président de l'histoire de la Ve République. Après des années d'études de philosophie et de sciences politiques, il est diplômé de l'ENA en 2004. Il intègre l'inspection générale des finances avant de devenir banquier d'affaires. En mai 2012, après avoir participé à la campagne de François Hollande, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée. 2 ans plus tard, il est nommé ministre de l'économie. En août 2016, il démissionne du gouvernement pour se consacrer au mouvement En Marche qu'il a créé 4 mois plus tôt, le 16 novembre 2016. Il annonce sa candidature à l'élection présidentielle en dehors de la primaire de la gauche. 15 jours plus tard, le président de la République renonce à l'idée de se représenter. Le 23 avril dernier, Emmanuel Macron se qualifie en tête des suffrages pour le second tour de l'élection avec plus de 24% des voix. Voilà pour ces quelques dates clés concernant la carrière politique d'Emmanuel Macron. On va retrouver maintenant Nicolas Châteauneuf dans ce décor virtuel. Il va nous présenter les moyens dont dispose le président de la République. C'est à vous, Nicolas. Oui, Laurent. En arrivant à l'Élysée il y a 5 ans, François Hollande a fait baisser son salaire de 30%. Aujourd'hui, un président de la République gagne 12 700 € net par mois sous la forme d'une indemnité. Alors c'est un peu plus que Vladimir Poutine. On ne parle pas du patrimoine. C'est beaucoup plus que le Premier ministre indien. C'est moins qu'Angela Merkel qui touche 18 000 € par mois. Mais une très grande partie des dépenses courantes du président est prise en charge par l'État. D'abord, il est nourri. Un service de cuisine gastronomique lui est dédié à l'Élysée. Ensuite, il est logé, très bien même, puisqu'en plus de son appartement de fonction dans l'aile est de l'Élysée, il dispose de plusieurs résidences officielles. Le fort de Brégançon, l'hôtel de Marigny à Paris et le fameux pavillon de chasse de Versailles, la Lanterne. Et pour meubler tout cela, il peut puiser dans l'immense collection du mobilier national. Et pour se déplacer, le président dispose de plusieurs véhicules blindés, dont la fameuse DS5 présidentielle. Il peut aussi utiliser la flotte d'avions de l'ETEC, qui dispose de plusieurs appareils, dont un A330 spécialement aménagé pour le président et qui va passer au-dessus de nos têtes. Leur utilisation est extrêmement contrôlée. Et pour un président à la retraite, quand il quitte l'Élysée, l'ex-président conserve de nombreux avantages qui ont tout de même été réduits l'année dernière. Dans les 5 premières années après la fin de son mandat, l'État prend en charge 7 collaborateurs et 2 gardes du corps. Ensuite, l'équipe est réduite à 3 collaborateurs et un seul garde du corps. Les anciens présidents disposent également d'un bureau meublé et d'une voiture de fonction, et leurs voyages sont pris en charge quand ils sont liés à leurs anciennes activités. Leur retraite s'élève à 5 300 € net par mois, auquel il faut tout de même ajouter 11 500 € net s'ils siègent au Conseil constitutionnel. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas. On va maintenant retrouver Marie-Sophie Lacaro. Vous allez nous faire découvrir une salle secrète. C'est là où tout est répertorié, tous les résultats, et on aura le résultat dans quelques minutes. Exactement. Alors, elle n'est pas loin du tout. Je vous y emmène, on va y aller ensemble. Suivez-moi. Cette salle, pour la découvrir, il faut d'abord quitter notre plateau principal et puis emprunter ce fameux couloir rouge de France Télévisions. Alors, beaucoup de monde, évidemment, en ce moment, vous le comprenez, c'est par ici que vont passer nos nombreux invités de la soirée. Vous l'avez compris, nous sommes ici dans les coulisses. D'un côté, nous avons les studios, les plateaux, notamment celui du 13h où je vous retrouverai demain pour une édition spéciale d'1 heure. Et puis de l'autre, nous avons les loges, le maquillage, les régies, les supports techniques. Alors encore quelques mètres et nous allons découvrir ce saint des saints, oui on peut le dire, parce que c'est dans cette salle, sans cette salle, vous n'auriez pas ce fameux résultat que vous attendez tous, ces estimations que nous attendons pour 20h. Évidemment, Brice Teinturier est là. Bonsoir. Brice. Ici, nous avons les femmes, les hommes d'Ipsos qui travaillent d'arrache-pied. Combien sont-ils et que font-ils précisément ? Alors ici, vous êtes au cœur de la machine. En réalité, il y a plus de 600 personnes qui sont mobilisées aujourd'hui à Ipsos, 500 qui sont des correspondants Ipsos dans l'échantillon de bureaux de vote que nous avons construit. Et puis, ils vont, ces 500 personnes, nous faire remonter les 200 premiers bulletins dépouillés. Nous avons une équipe dans notre centre de Plérin qui va saisir ces premiers bulletins dépouillés. Et tout arrive ici, sous la direction de Jean-François Dorido et d'Olivier Henbel. C'est le cœur du système, c'est le modèle d'estimation qui permet d'extrapoler en tenant compte de tous les paramètres et de donner à 20h le nom du président de la République. Je précise que c'est sur la base d'environ 60 000 bulletins dépouillés
sur 35 millions environ d'électeurs que nous arrivons à donner à la virgule près, je l'espère, le résultat final de cette élection. Alors, il y a 15 jours, vous nous aviez parlé de ce défi technique auquel vous êtes confrontés, vu que les bureaux de vote ferment plus tard. Est-ce que la donne est la même aujourd'hui pour le second tour ? Oui, la donne est la même puisque les bureaux de vote ferment à 19h et non pas à 18h comme précédemment. Donc nous avons 20-25 minutes pour réaliser cette estimation. Ils la calculent dans un laps de temps extrêmement serré. Alors malgré tout, il y a quelques minutes supplémentaires qui nous sont données puisque le dépouillement se fait un peu plus rapidement quand vous avez 2 candidats plutôt que tous ceux que nous avions au premier tour. Évidemment. Merci Brice. Merci à vous Laurent. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans quelques minutes. Suite de nos CV, des candidats en lice ce soir qui accèdent tous les deux pour la première fois à ce second tour de l'élection présidentielle. Après Emmanuel Macron tout à l'heure, voici le parcours, l'histoire politique de Marine Le Pen qui est née, regardez, le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine. Elle a aujourd'hui 48 ans. Après des études de droit pénal, elle devient en 1992 avocate au barreau de Paris, carrière qu'elle abandonne en 1998 pour entrer au service juridique du Front National. Le parti créé est présidé par son père. Elle obtient cette année-là son premier mandat politique comme conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. En 2003, elle devient vice-présidente du Front National avant de prendre sa tête en janvier 2011 et d'être réélue en 2014. C'est en août 2015 qu'elle écarte définitivement son père Jean-Marie Le Pen des instances dirigeantes du parti avant d'annoncer sa deuxième candidature à l'élection présidentielle en février 2016. Le 23 avril dernier, Marine Le Pen se qualifie pour le second tour de l'élection avec 21,3% des voix. Voilà pour ce parcours politique en quelques dates. Il est maintenant 19h20, les premiers bulletins des Français sont en train d'être dépouillés dans les grandes villes. Il faudra attendre 20h. Vous le voyez, l'heure du verdict approche. Dans 45 minutes, maintenant, vous découvrez le visage du prochain président de la République. On va maintenant retrouver l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 7 mai. C'est avec vous, Léla Kadour. Bonsoir Léla. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Second tour de la présidentielle, 47,5 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. À 17h, la participation s'élevait à 65,3%, un chiffre en forte baisse par rapport à 2012 à la même heure. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes il y a un peu plus de 15 minutes, mais dans les grandes villes, on vote encore. Christelle Méral. Pas de file d'attente dans ce bureau de vote à Paris. Comme ailleurs en France, la participation est en baisse par rapport au premier tour. Il y a peu de monde, donc est-ce que les gens font abstention? Est-ce que les gens décident de voter blanc parce que par peur de ne pas faire un choix qui leur convient? On ne sait pas. Des électeurs moins nombreux, parfois impatients de voir la campagne se terminer. Ça a même, je trouve, mis quelques tensions entre les gens, entre les amis, entre la famille. Donc soulagé parce qu'on va peut-être arrêter de parler de tout ça. Soulagé et pressé à Schiltigheim, près de Strasbourg, à voter, de connaître l'issue de l'élection. Il y a toujours l'envie de savoir effectivement le dénouement final. Donc oui, à 20h, effectivement, je vais regarder ce qui nous arrive, quoi. La présidentielle, à Montpellier et dans le reste du pays, un scrutin important pour de nombreux électeurs. Il s'agit quand même de l'avenir de la France quand on choisit son président. Alors voter à Bordeaux, c'était la priorité du jour pour certains Français. Il y en a qui se sont battus pour qu'un jour on ait le droit. Je ne me voyais pas ne pas exprimer ma voix. C'était très important de voter et de venir aussi voter avec les procurations de nos enfants. Oui. Les premiers résultats seront connus d'ici quelques minutes, à partir de 20h. Et ce matin, le chef de l'État a voté à Tulle, son fief en Corrèze. Dernier vote de François Hollande en qualité de président. À cette occasion, il est revenu sur ses 5 années passées à l'Élysée. Je vous propose de l'écouter. Je vais penser peut-être à tout ce que moi-même j'ai accompli. Je pensais aussi à ces instants passés à l'Élysée, à tous ces bonheurs qui m'ont été donnés de servir la France, ces sacrifices qui ont dû être faits, d'abord par les Français pour qu'il y ait ce redressement et aussi pour ce qui me concerne, puis aussi au temps qu'il faut laisser pour qu'on juge une action. Donc je vais d'abord penser aux autres, il ne faut jamais penser à soi-même. Je penserai aussi à ma mère, parce qu'elle n'était plus là quand j'ai été élu président. Ce que j'ai fait, je l'ai fait aussi pour qu'elle soit fière.
En bref, à l'étranger, l'otage français enlevé en mars au Tchad et emmené au Soudan par ses ravisseurs a été libéré. Selon les responsables soudanais et français, aucune rançon n'a été payée pour cette libération. À ce jour, il ne reste plus qu'une seule ressortissante française otage dans le monde. Il s'agit de Sophie Petronin, enlevée le 24 décembre dernier à Gao, au nord du Mali. Autre libération, cette fois-ci au Nigeria. Cette histoire avait ému la communauté internationale. Souvenez-vous, en 2014, 267 lycéennes de la ville de Chibok avaient été enlevées par le groupe djihadiste Boko Haram. Eh bien, 82 d'entre elles ont été libérées et remises à la Croix-Rouge. Une libération qui est intervenue dans le cadre d'un échange de prisonniers. Julie Beckrich. Difficile de lire sur leur visage. Elles viennent de passer 3 ans de captivité aux mains des djihadistes de Boko Haram. 82 lycéennes affaiblies et pour certaines blessées sont accueillies dans ce centre médical de la capitale nigériane par le porte-parole du président. Bienvenue à vous, bienvenue chères sœurs. Nous sommes heureux de vous retrouver. En 2014, 276 lycéennes étaient enlevées dans leur école de la ville de Chibok, causant l'indignation nationale, relayée par le mouvement Bring Back Our Girls, Ramenez-nous nos filles. Les lycéennes avaient entre 12 et 18 ans au moment de leur enlèvement. Elles auraient été depuis converties à l'islam et mariées à leur geôlier. 82 d'entre elles ont donc été libérées hier près de la frontière avec le Cameroun, échangées contre des activistes de Boko Haram, prisonniers de l'armée. Plus de 100 jeunes femmes sont toujours détenues par le groupe djihadiste aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est à vous, Laurent, pour la suite de cette soirée électorale. Merci à vous, Léa. Voilà, merci de nous rejoindre et d'avoir choisi France 2 pour vivre cet événement. 47 millions de Français appelés à faire leur choix. Épilogue d'une campagne que personne n'avait envisagée, qui a éclaté le paysage politique. Quelle sera sa recomposition à venir? La première grande étape, c'est la pierre angulaire de la Constitution, l'élection du président de la République. Et dans une trentaine de minutes maintenant, nous découvrirons les premières estimations avec notre partenaire Ipsos Soprasteria et le décryptage de nos invités avec David Pujadas et Léa Salamé. Générique. C'est 25-3. Bonsoir ou rebonsoir, la plupart des bureaux de vote ont déjà fermé, le dépouillement a commencé. Quel vainqueur, mais aussi quel écart, ça comptera beaucoup. Pas un mot avant 20h, c'est la règle, puisqu'on vote encore dans les grandes villes. Ce soir, ce seront aussi les premiers pas d'un ou d'une chef de l'État. Regardez, pour vivre l'événement, nos envoyés spéciaux sont partout dans les points chauds. On les retrouvera tour à tour. Le chiffre de cette avant-soirée, c'est l'abstention, 25,3% selon notre estimation. Que nous dit-il ce chiffre, Laurent ? Premièrement, l'analyser avec vous, Nathalie Saint-Gric. Quel enseignement tirer finalement de cette abstention plus forte qu'au premier tour? Effectivement, c'est assez rare parce qu'en général, au deuxième tour, on amplifie le mouvement. Alors, on a des prêts dans toutes les élections précédentes, sauf peut-être si on monte à 69, mais on ne va pas remonter jusque-là. Donc, ce qui prouve que finalement, il y a une certaine forme de doute des électeurs et on verra si ce doute se confirme avec le chiffre des bulletins blancs ou nuls. Parce que vous savez notamment que si ces chiffres sont importants, ça veut dire que le candidat sera moins bien élu que ce qu'on peut espérer. Et pensez à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis. Il y avait peu de consignes de vote, sauf faire barrage à Marine Le Pen. Et on peut se dire que ça veut dire que le candidat sera élu. Certes, avec un élan, mais un élan moins grand que ce à quoi on pouvait espérer. Ce qu'on pouvait espérer, je vais m'en sortir. Observez tout cela ce soir, c'est à vous, Léa. Eh bien, on va tout de suite prendre la direction du Bois de Vincennes, au Chalet du Lac, précisément où se trouve Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste, vous nous l'avez fait vivre en direct. L'arrivée de Marine Le Pen, c'était il y a un peu moins de 10 minutes maintenant. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez? Où se trouve la candidate? Et est-ce qu'il y a déjà du monde? Eh bien, regardez Léa, on est dans cette salle en fait où il y a des centaines de journalistes presque entassés les uns sur les autres. Il y a très peu de place. La salle en fait est 3 fois plus petite qu'à Hénin-Beaumont au premier tour. Marine Le Pen est dans une tente à côté avec ses proches. Alors c'est vrai que donc certains médias n'ont pas été accrédités ce soir officiellement par manque de place. Et donc certains collègues comme Le Monde ou Libération ont tout simplement décidé de boycotter la couverture de cette soirée du Front National ici à Vincennes. En tout cas pour l'instant il y a énormément de monde, beaucoup plus de journalistes que de militants. On attend et Marine Le Pen elle devrait faire son entrée après 20h.
Merci à vous, Jean-Baptiste. On part dans l'autre camp, du côté d'Emmanuel Macron, où il y a aussi beaucoup de journalistes dans son QG du 15e arrondissement, où on vous retrouve, Margot Manière. Margot, c'est là où se trouve Emmanuel Macron en ce moment même, là où il analyse les premières tendances qui lui remontent. De qui il est entouré? À côté de qui il se trouve? Est-ce que vous le savez? Alors oui, on nous le dit, il est au 6e étage dans son bureau avec sa famille, ses parents, son frère, Brigitte, son épouse et les enfants de Brigitte. Également présent sa garde rapprochée, notamment le maire de Lyon, Gérard Collomb. En tout, une quinzaine de personnes sont à ses côtés pour découvrir les résultats. Et puis un peu plus tôt, Emmanuel Macron a écrit seul 2 discours, un discours de victoire, un discours de défaite ici. Et puis sa déclaration, sachez-le, est prévue ici aux alentours de 20h45. Et puis un mot pour terminer de l'ambiance autour de moi. Eh bien, vous le voyez, nous sommes tenus à distance. La rue est entièrement bloquée. Le dispositif de sécurité assez impressionnant. Quelques curieux sont tout de même ici en attendant d'en savoir plus. Merci beaucoup Margot. Alors, tout au long de cette soirée, nous irons bien sûr dans les QG des candidats, au plus près des militants. Et puis sur ce plateau, des invités viendront apporter leur regard sur cette élection. David, qui sera à vos côtés? Eh bien, ce sont tout simplement les dirigeants de premier plan dans chaque camp qui seront avec nous dès 20h. Regardez, François Bayrou, Ségolène Royal, Nicolas Dupont-Aignan, François Baroin, Dominique de Villepin, qu'on a aperçu il y a un moment en train d'arriver, Gérard Collomb, Marion Maréchal-Le Pen qui sera en duplex de Carpentras et bien d'autres qui nous rejoindront ensuite. Bien sûr, on parlera du vainqueur, au masculin ou au féminin, des perspectives de la recomposition politique. Est-elle possible, est-elle faisable, avant même les législatives ou pas? Et puis un peu plus tard dans la soirée, alors que François Baroin est en train d'arriver lui aussi, un peu plus tard dans la soirée, place aussi aux observateurs. François Langlais, Anne Fulda, mais aussi Olivier Duhamel et Pascal Bruckner. Laurent, on repart à l'Élysée, je crois. On va repartir à l'Élysée de manière virtuelle, des débats qui vont être passionnants tout au long de la soirée, 19h29. On va maintenant retrouver Nicolas Châteauneuf. Après les moyens dont dispose le chef de l'État, vous allez maintenant nous présenter les hommes de l'ombre, qui sont ceux qui entourent le président de la République. C'est avec Nicolas. Oui, pour décrire la garde rapprochée du président, autant commencer par l'homme clé, le secrétaire général de l'Élysée. Il a un accès permanent au bureau du président. D'ailleurs, il occupe le bureau juste à côté. Il veille à l'application par l'administration des décisions politiques. Tout ou presque passe par lui. C'est un poste stratégique qui a été occupé par des personnalités politiques de premier plan. Pierre Bérégovoy, Édouard Balladur, Dominique de Villepin ou encore Hubert Védrine. Tous ont été secrétaires généraux de l'Élysée. Derrière, il y a évidemment les conseillers. François Hollande en avait près d'une trentaine, auxquels il faut ajouter les conseillers adjoints. Alors chacun a une ou plusieurs spécialités, par exemple des affaires européennes au sport, en passant par les relations avec le Parlement ou l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils font ces conseillers? Eh bien, ils rédigent des notes, des dossiers qui se retrouvent ensuite sur le bureau du président. Et ils suivent le travail des ministères. Quelques-uns qui se comptent sur les doigts de la main ont un peu plus de poids que les autres et font vraiment partie du cercle restreint du président. Comme par exemple le conseiller diplomatique, on l'appelle le Sherpa, ou encore le conseiller en communication. François Hollande a voulu que son équipe rapprochée coûte moins cher que celle de Nicolas Sarkozy. Les principaux conseillers gagnent en moyenne 13 000 € par mois, soit 8 000 € de moins que leurs prédécesseurs. Pour les affaires militaires, le président est assisté par son chef d'état-major particulier, un amiral ou un général, 4 ou 5 étoiles. Un autre officier l'accompagne également toujours lors de ses déplacements. Cette aide de camp porte en permanence une valise noire que vous voyez ici et qui garantit au président de pouvoir ordonner à tout moment une frappe nucléaire. Et la santé du président, bien ça, c'est l'affaire du médecin-chef de l'Élysée qui navigue en permanence entre secret médical et secret d'État. Et quand on parle de secret d'État, un autre personnage n'est jamais très très loin, le coordinateur national du renseignement, l'homme aux lunettes noires que vous voyez derrière moi, lui conseille le président et lui transmet les informations sensibles. En tout, plus de 60 personnes composent la garde rapprochée du président. Voilà pour cette garde rapprochée. Il est 19h30, passé de 2 minutes. On enclenche le décompte.
Une demi-heure donc avant notre estimation. Bien sûr, elle commence à circuler, ces premières estimations. Le résultat se dessine, mais pas un mot avant 20h pile, c'est la règle, car on vote encore dans les grandes villes. Quel élu avec quel score? Laurent, on découvrira son visage dans une demi-heure. Donc. Oui, dans moins de 30 minutes maintenant, nous découvrirons ensemble le visage du candidat ou de la candidate arrivée en tête de ce second tour. Les Français étaient appelés à faire leur choix pour la France, pour les 5 prochaines années. Chacun de ces bulletins que vous voyez apparaître sur ce plateau représente justement ce choix. Plus de 47 millions d'électeurs étaient, je vous le rappelle, appelés aux urnes. Et il va falloir encore patienter un peu moins d'une demi-heure maintenant avant de découvrir ensemble le visage du prochain chef de l'État. Oui, il faut patienter encore une demi-heure. Est-ce qu'on patiente à l'esplanade du Louvre où vous vous trouvez, Jeff Wittenberg? Est-ce qu'il y a déjà du monde? Est-ce qu'elle se remplit, cette esplanade, derrière vous? Eh bien oui, Léa, mais elle se remplit tout doucement, et cela pour une raison très simple, la sécurité. Cette esplanade du Louvre autour de la pyramide que vous voyez derrière moi, eh bien, elle était sanctuarisée jusqu'à 19h15 et maintenant les supporters d'Emmanuel Macron commencent à affluer autour de cette scène où le candidat s'exprimera tout à l'heure après les résultats. À 20h, il sera dans son quartier général du 15e arrondissement et ensuite vers 21h30, il devrait venir ici pour prononcer un discours selon les résultats, bien entendu. En attendant, pour faire chauffer l'ambiance ou monter l'ambiance, il y aura un groupe de musique, Magic System, qui devrait être présent ce soir, ainsi que des DJ pour effectivement tenir un petit peu cette foule avant qu'Emmanuel Macron vienne tout à l'heure. Merci à vous, Jeff, pour ces précisions musicales. Bravo pour la prononciation. Pour la prononciation de quoi? De DJ ou de Magic System? Voilà. Vous cherchiez. On va quitter Paris, David, pour aller sur la Côte d'Azur, à présent, direction Nice. Nice, une ville où François Fillon et Marine Le Pen ont fait des bons scores au premier tour. Une ville où on n'a pas beaucoup voté. On a voté moins que la moyenne au premier tour. Bonsoir Audrey Richer. Audrey Richer, on vote toujours en ce moment même à Nice, dans la 5e ville de France. Et est-ce qu'on sait est-ce qu'on a plus été voté qu'il y a 15 jours? Eh bien non, Nice a moins voté que pour le premier tour. À 19h, la participation était de 69,7% contre près de 75% il y a 15 jours. Une mobilisation en baisse donc et semble-t-il toujours inférieure à la moyenne nationale. On note aussi que cette mobilisation est inférieure de 7 points à celle du second tour de l'élection présidentielle de 2012. Alors ici, le dépouillement n'a pas encore commencé car comme dans de nombreuses villes de la Côte d'Azur, les bureaux de vote ferment à 20h. Il reste donc quelques minutes aux Niçois pour se rendre aux urnes et tenter de faire remonter une participation décidément bien timide. Merci à vous, Audrey. On aimerait bien être dans sa tête aujourd'hui, à lui, à François Hollande, qui a renoncé à se présenter à sa succession en décembre dernier. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Hélène Hugues, bonsoir à vous. Vous êtes devant l'Élysée. Je ne vais pas vous demander de rentrer dans la tête de François Hollande, mais est-ce qu'au moins vous pouvez nous raconter sa journée aujourd'hui? Eh bien, journée corrézienne pour François Hollande qui a voté, fait la tournée des bureaux de vote, puis a déjeuné au restaurant à Tulle avec des élus locaux. Un déjeuner très sympathique selon un des convives. Et puis François Hollande est rentré à l'Élysée à 18h où il a convié l'ensemble du gouvernement à suivre la soirée électorale. À ses côtés, pratiquement tous les ministres ont répondu présent, à commencer par le premier d'entre eux, Bernard Cazeneuve, arrivé ici à 19h. Alors François Hollande n'a pas prévu de faire de déclaration ce soir, quel que soit le vainqueur de cette élection. Mais si c'est Emmanuel Macron qui est élu, eh bien, il a prévu de lui passer un coup de fil très rapidement après les résultats. Et puis, il l'invitera à présider avec lui demain sur les Champs-Élysées les cérémonies du 8 mai. Merci Hélène, on repart à la rencontre des Français. Direction maintenant Fréjus. On va retrouver Clément Le Goff. Clément, vous vous trouvez aux côtés de militants de Marine Le Pen. La candidate était arrivée en tête au premier tour avec plus de 33% des voix. Oui, toujours à Fréjus, où le dépouillement a lieu en ce moment en mairie. Et vous allez le voir, à quelques mètres de la mairie, eh bien, il y a la permanence du Front National, où les militants vont se rejoindre pour vivre les résultats de cette soirée. Certains militants qui sont déjà là. Rebonjour. Vous me disiez il y a quelques minutes qu'il y avait un peu de tension, un peu d'impatience, vous, avant 20h? Oui, bien sûr, il y a toujours un petit peu de stress, un petit peu d'impatience pour les résultats. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est très confiants. Parce que bon, on a fait un très bon travail partout. Comment vous avez participé, vous, à cette campagne pour Marine Le Pen? Vous avez collé des affiches, vous avez... Ben, j'ai été boitée, j'ai été tractée, j'ai été pare-brisée,
J'ai travaillé ici à la permanence pour faire des nouvelles adhésions, pour expliquer aux gens, pour leur montrer les différents tracts que nous avons reçus. Et ce soir, les résultats, vous allez les suivre à la télé ? Je vais les suivre à la mairie tout à l'heure un petit peu, pour voir un petit peu notre région, notre circo et du moins Fréjus. Et ensuite, je reviens bien sûr accueillir nos militants qui vont arriver petit à petit, fêter ça avec eux et nous sommes très confiants. Bon, merci, vous le voyez, des militants qui attendent impatients les résultats et le nouveau visage du nouveau président ou de la nouvelle présidente à 20h. Merci Clément. On va faire un tour maintenant du côté des candidats avec vous, David. Oui, on va refaire le tour des 2 lieux de rassemblement. Et d'abord, on va aller au Louvre parce qu'on nous dit, Thierry Curtet, bonsoir, qu'il y a beaucoup de monde et que les mesures de sécurité provoquent quelques bouchons, entre guillemets, à l'entrée. C'est tout à fait ça. Regardez cette cour carrée. En fait, seulement 3 entrées permettent d'y accéder. Tout le reste a été fermé justement pour avoir un dispositif de sécurité, un filtrage. Et vous le voyez, l'attente se fait dans un climat, une ambiance plutôt bon enfant. Ici, tout le monde est convaincu du résultat. Mais pour l'instant, tous ces gens patientent tranquillement. Et vous allez le voir sur les images un petit peu plus loin. Il y a un dispositif de sécurité. Les sacs sont fouillés. Les manteaux sont ouverts pour qu'il n'y ait absolument aucun problème de sécurité. S'il n'y a encore personne sur l'esplanade de la cour carrée, ça ne devrait pas tarder. Merci à vous Thierry. Direction à présent le bois de Vincennes où on prend la température avec vous, Maryse Burgot. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'on s'impatiente du côté des militants de Marine Le Pen? Une atmosphère d'apesanteur fébrile ici. Les militants arrivent au compte-gouttes et regardent leur téléphone à la recherche d'éventuels résultats. Les journalistes sont un peu serrés comme des sardines. Et Marine Le Pen, elle est sous une tente blanche dressée juste à côté de ce bâtiment. C'est là qu'elle attend les premiers résultats. Elle va prononcer son discours ici, sur cette scène, parce qu'habituellement ici c'est une piste de danse. Alors je vous propose de vous montrer la boule à facettes sous laquelle elle va prononcer son discours. Vous voyez, c'est un petit peu particulier. Habituellement ici, on fait des thés dansants. Et bien ce soir, ce sera un moment beaucoup plus politique. Merci à vous, Maryse Burgot, et à tout à l'heure. Dans 20 minutes précisément, s'affichera le visage du nouveau président de la République ou de la nouvelle présidente de la République. Vous le vivrez sur France 2 en réalité augmentée. Et oui, nous sommes modernes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Laurent Delahousse nous raconte l'histoire des révélations à 20h précises, comme à chaque fois, de tous les présidents français. Oui Léa, dans moins de 20 minutes maintenant, nous connaîtrons le nom du prochain président de la République, moment historique de la vie politique qui ouvrira un nouveau cycle et une nouvelle étape de notre histoire, et cela, quel que soit le résultat d'ailleurs. L'occasion maintenant d'un petit retour en arrière et en archive sur ces visages du nouveau chef de l'État qui apparaissent devant vos écrans lors de ce résultat du second tour. On commence ce soir par l'élection de 1965. 655. Pour le général de Gaulle, 71 948 voix. Pour M. François Mitterrand, 51 229 voix. Ce qui, exprimé en pourcentage, nous donne 58% pour le général de Gaulle et 42% pour M. François Mitterrand. 5, 4, 3, 2, 1. Il est 20h. Sofrès au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Voilà donc l'image de ce nouveau président de la République. François Mitterrand vient d'être réélu selon l'estimation Bulle BVA avec 53,9% des voix. Il est 20h. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. 5e président de la 5e République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. En quelques secondes maintenant, il est 20h. Voici notre estimation des résultats de l'élection présidentielle.
Jacques Chirac est élu président de la République. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Voilà pour ce rappel historique et le prochain verdict. Nous le vivrons ensemble dans quelques minutes à 20h. La suite, c'est avec vous, David. Oui, la grande histoire qui continue effectivement dans moins de 20 minutes. Regardez, Ségolène Royal est en train d'arriver sur nos plateaux. Elle sera avec nous dès 20h. Ce sera le cas aussi de Gérard Collomb, qui a fait lui aussi son arrivée. Il a été l'un des premiers à se mettre en marche, le sénateur maire de Lyon. Et il sera également ici juste après la révélation. Nicolas Dupont-Aignan, qui a fait sensation dans cet entre-deux tours en nouant une alliance avec Marine Le Pen, sera également avec nous. Pour l'heure, nous allons au quartier général d'Emmanuel Macron. C'est là-bas qu'il se trouve. Est-il en train d'écrire, de terminer son discours ? C'est possible. Il est avec ses proches. Il s'exprimera là-bas vers 20h45. Guillaume Daret, vous êtes devant le quartier général et apparemment, ce n'est pas vraiment l'effervescence comme sur l'esplanade du Louvre. C'est surtout la sécurité là-bas qui domine. Effectivement, moins d'effervescence. Il y a une très grosse sécurité, beaucoup de policiers qui sont autour de nous, beaucoup de motards. Mais il y a néanmoins quand même quelques habitants, des badauds, des curieux qui sont venus voir un petit peu comment ça se passe un soir d'élection autour de ce QG. Il y a aussi quelques supporters d'Emmanuel Macron qui sont présents dans le coin. Et vous voyez que, regardez juste derrière moi, le QG d'Emmanuel Macron avec quelques drapeaux qui sont accrochés juste à son QG et à cette baie vitrée. Emmanuel Macron, merci Guillaume, qui est informé bien sûr à l'heure qu'il est des estimations que nous ne pourrons vous donner qu'à 20h pile. Regardez aussi cette image de l'esplanade du Louvre où, ça y est, les gens sont en train de s'installer, ils sont même largement installés, ils ont passé les filtres de sécurité, il y a déjà beaucoup de monde, il y a déjà des drapeaux français qui s'agitent. Visiblement, on est branché sur France 2 parce qu'on a senti ce mouvement collectif alors qu'on montrait cette image et qu'on prenait la parole. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde sur cette esplanade qui se situe entre la pyramide, on la distingue ici, et le jardin des Tuileries qui est juste derrière l'entrée du jardin des Tuileries. Léa, on va maintenant de l'autre côté, à Vincennes. Eh bien, on va aller voir s'il y a du monde de l'autre côté, du côté du bois de Vincennes, du chalet du lac. Bonsoir à vous, Jean-Baptiste Marteau. Décrivez-nous ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que l'ambiance... que sur l'esplanade Alors du Louvre. voilà, justement, allez-y. Tout doucement, regardez, on a juste derrière en fait quelques militants qu'on commence à installer devant l'estrade, devant le pupitre où Marine Le Pen prendra la parole après 20h. Mais alors c'est vraiment quelques dizaines, hein, ils sont pas extrêmement nombreux ici. On a également quelques élus qui commencent à arriver dans cette salle, mais c'est une salle en fait toute petite dans laquelle il y a surtout des dizaines et des dizaines de journalistes, beaucoup de médias, beaucoup de caméras, même si, je vous le rappelle, certains d'entre eux n'ont pas pu accéder, n'ont pas pu être accrédités ce soir, notamment Mediapart, Quotidien, mais également d'autres, et quelques médias de presse écrite comme Le Monde et Libération qui, par solidarité, ont décidé de ne pas couvrir cette soirée de Marine Le Pen. On sent en tout cas ici qu'on commence à regarder les premiers chiffres qui arrivent et on commence à se dire que de toute manière, quel que soit le résultat, ce sera ce soir un nouveau record de voix pour le Front National. Merci à vous, Jean-Baptiste Marteau. On vous retrouve tout de suite, Laurent, sur notre beau plateau, sur la mezzanine de notre beau plateau. Vous retrouvez Marie-Sophie Lacaro parce que la campagne s'achève également sur les réseaux sociaux. Oui, je vais maintenant retrouver Marie-Sophie parce que les réseaux sociaux ont eu une place très importante durant cette campagne. Qu'en est-il de ces dernières heures, Marie-Sophie? Dites-nous tout. Eh bien, regardez ce graphique, Laurent. Sur ce graphique, on observe les courbes du nombre de messages postés sur le fameux réseau social Twitter. Que voit-on? En bleu, c'est la courbe aujourd'hui, pour le second tour. En pointillé vert, celle d'il y a 2 semaines, pour le premier tour. Et puis, en noir, celle d'un dimanche ordinaire. Évidemment, oui, c'est vrai, il y a un écart entre le premier et le second tour. Mais cet écart tente à se résorber depuis la fin de l'après-midi. En ce moment, on est à 12 000 tweets minutes. On était à 13 000 il y a 2 semaines. Un dimanche ordinaire, c'est 8 000. Tout cela, évidemment, va aller crescendo. À 20h05, il y a 15 jours, un pic a été enregistré à 50 000 tweets minutes. Ce que je voudrais partager aussi avec vous, ce sont ces questions. Ce sont les questions qui ont été le plus posées sur le moteur de recherche Google. Eh bien, regardez, beaucoup sont en lien avec le vote blanc. Ces questions, elles ont particulièrement été posées dans la Creuse, dans la Dordogne
et dans le Lot. Marie-Sophie, on peut également, les téléspectateurs peuvent suivre sur justement ces réseaux sociaux les résultats ville par ville. Oui, alors ça c'est très simple, vous commencez à y être habitué. Ça se passe sur notre site internet franceinfo.fr. Vous cherchez cet onglet et là vous rentrez le nom de la ville, du département, de la région qui vous intéresse. Ça marche aussi avec un code postal. Nous, dès que nous avons un chiffre officiel, un résultat officiel, nous le rentrons dans notre base de données et il est accessible pour vous. En fait, clairement, c'est une soirée double écran qu'on vous propose. La télé, bien sûr, pour suivre notre émission spéciale. Et puis, votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone pour devenir actif. Là, ça se passe ici, avec le live de franceinfo.fr. Vous suivez toutes les informations minute par minute. Et ici, tout en bas, vous pouvez réagir, vous postez un commentaire, vous posez une question et nos journalistes vous répondent. Soyez actifs sur franceinfo.fr. Merci Marie-Sophie. La suite, c'est avec vous, David. Oui, et on la retrouvera, Marie-Sophie, tout au long de la soirée parce qu'on restera sur les réseaux sociaux. Regardez l'horloge, regardez le décompte. Il est presque 19h50. Dans un peu plus de 10 minutes seulement s'affichera le visage du nouveau chef de l'État ou de la nouvelle présidente et on découvrira tout au long de cette soirée ses premiers pas, premiers discours, premiers signaux envoyés. D'abord, Léa, on repasse par les quartiers généraux. Et on repasse aussi par le Louvre, l'esplanade du Louvre où vont se réunir donc ce soir les partisans d'Emmanuel Macron. Thierry Curté, vous êtes sur place. Est-ce que l'ambiance monte d'un cran ? Écoutez, l'ambiance commence effectivement à monter d'un cran. Vous l'avez senti tout à l'heure. Tout se passe dans une atmosphère assez bon enfant. Vous le voyez derrière moi, il commence à y avoir beaucoup de monde qui attend de passer le dispositif de sécurité pour pénétrer sur l'esplanade. Et puis tout autour, alors là c'est beaucoup plus discret, il y a beaucoup de policiers en armes. À l'intérieur, il y a également des policiers en civil. L'idée, c'est vraiment que la sécurité soit maximum et que la fête soit belle si, bien évidemment, Emmanuel Macron l'emporte tout à l'heure. Voilà, gros dispositif en plein air, là-bas, avec un Emmanuel Macron qui est attendu, si je ne m'abuse, vers les 21h30. Il se sera d'abord exprimé dans son quartier général. Merci Thierry Curté. Dispositif moindre et dispositif plutôt intérieur à Vincennes. Bonsoir Maryse Burgot. Que se passe-t-il en ce moment autour de vous, du côté donc de Marine Le Pen et de ses partisans ? Eh bien, la fièvre des soirées électorales est quand même en train de monter. Ici, les militants sont en train, en fait, de se placer devant le pupitre où Marine Le Pen va prononcer son discours. La candidate est toujours sous une tente blanche, à côté de ce bâtiment, entourée de ce lieutenant. Elle prépare son discours qu'elle devrait prononcer, nous dit-on, assez tôt. Elle va donc s'exprimer sur cette scène. Habituellement, c'est une piste de danse. Eh bien là, elle va évidemment faire un discours très politique. Elle est très attendue ici. Merci Maryse. Direction le QG d'Emmanuel Macron dans le 15e arrondissement. Guillaume Darey, qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Eh bien, on voit de plus en plus de curieuses, que je vous disais il y a quelques instants, qui viennent autour de ce QG, qui viennent voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, on a vu aussi beaucoup des soutiens d'Emmanuel Macron qui étaient présents autour de lui en fin d'après-midi. On vous le disait, une quinzaine de personnes qui sont parties progressivement en voiture ou en moto-taxi, tout simplement pour se rendre sur les plateaux de télévision. On a vu Gérard Collomb ou encore Christophe Castaner. Merci Guillaume. Dans moins de 10 minutes maintenant, nous découvrirons ensemble le visage du prochain président de la République. Les Français étaient appelés à faire leur choix pour la France dans les 5 prochaines années. Ils ont vécu avec intensité cette campagne à rebondissement. Chacun de ces bulletins que vous voyez apparaître depuis tout à l'heure sur ce plateau représente justement ce choix. Plus de 47 millions d'électeurs étaient, je vous le rappelle, appelés aux urnes et leur choix. Nous le découvrirons maintenant dans moins de 10 minutes. Et j'imagine que chez vous, le suspense, comme ici, est en train de monter. On va retrouver tout de suite justement Jean-Baptiste Marteau qui est au Bois de Vincennes. Vous suivez Marine Le Pen ce soir. Quelle est l'atmosphère ? Oui, Laura, bien écoutez, les militants commencent à être installés de plus en plus nombreux devant l'estrade, là où Marine Le Pen va s'exprimer dans quelques minutes. Ils ont tous une rose bleue à la main, le symbole de toute cette campagne de Marine Le Pen, cet emblème de cette campagne. Et ils devraient évidemment assister au discours de Marine Le Pen qui, nous dit-on, pourrait s'exprimer très rapidement après 20h. Et en cas de victoire, eh bien, la fête pourrait alors aller à l'extérieur. Parce qu'il faut vous dire, ici, on est vraiment extrêmement à l'étroit avec quelques dizaines de militants, mais surtout énormément de journalistes. 19h51, merci Jean-Baptiste. Direction maintenant le Louvre où patientent les soutiens d'Emmanuel Macron. On va retrouver sur place Jeff Wittenberg. Bonsoir Jeff, même question. Quelle est l'atmosphère auprès des militants alors que l'heure approche ?
Eh bien, tous les supporters d'Emmanuel Macron ne seront pas arrivés à leur âge, car ils arrivent en ce moment même par dizaines, par centaines, même vous les voyez derrière moi. Certains évoquent le chiffre de plus de 10 000 supporters d'Emmanuel Macron qui pourraient être présents ce soir pour entendre le candidat qui sera peut-être entre-temps devenu président, on le saura dans quelques minutes, prononcer un discours vers 21h30, 22h, puisqu'on le sait, les résultats à 20h, il les entendra depuis son quartier général, mais évidemment, l'ambiance est en train de monter, la fièvre monte ici sur l'esplanade du Louvre. Merci Jeff. 19h54, les bureaux de vote vont bientôt fermer leurs portes. L'occasion de regarder ce chiffre, c'est celui de l'abstention, estimation Ipsos Soprasteria. Elle est actuellement de, regardez, 25,3%. Une abstention record depuis peut-être 1969. On va faire le point avec vous. Nathalie, dites-nous tout. Oui, c'est une abstention absolument record. Ce qui veut dire que les Français, finalement, ne se sont pas mobilisés. Ça n'arrive jamais. Je parle sous le contrôle de Brice Teinturier. En général, au deuxième tour, on amplifie. Alors, il y a des cas historiques comme 2002 où il y avait effectivement Jean-Marie Le Pen. Mais là, c'est assez étonnant de voir ce mouvement. Et puis, ce qu'il faudra regarder avec beaucoup d'attention tout à l'heure, c'est les blancs et nuls. Parce que ces blancs et nuls peuvent signifier simplement que les gens vont voter, mais ne sont excités ni par l'un ni par l'autre et considèrent qu'ils se manifestent, mais en mettant un bulletin blanc. Donc, ça peut changer pas mal de choses en termes de dynamique, notamment pour les législatives et pour l'élan qui sera derrière l'élu de ce soir. Merci Nathalie. Les précisions de Brice dans quelques minutes. David, vous nous présentez vos invités. Ils sont en train d'arriver sur le plateau. David, Léa, présentez-nous. Absolument. On les accueille en même temps que vous. On vit la chose en direct. Vous les voyez s'installer. Sont autour de cette table Dominique de Villepin, François Baroin, Nicolas Dupont-Aignan, Ségolène Royal, François Bayrou et Gérard Collomb. Bonsoir à tous les 6. Merci d'être avec nous. Vous n'avez pas le droit à la parole pendant encore 7 minutes avant de commenter les résultats. Voilà, 7 minutes où on a le droit évidemment de rien dire puisque les bureaux de vote sont encore ouverts dans les grandes villes. On va retrouver une autre de nos équipes à l'esplanade du Louvre, là où se tient le rassemblement des partisans d'Emmanuel Macron. On a beaucoup dit pourquoi le Louvre. Eh bien, on a compris que République, Bastille, c'était peut-être un peu trop marqué à gauche. Concorde, Trocadéro, un peu trop marqué à droite. Et c'est là-bas donc que se tient ce grand rassemblement. Arnaud, il y a du monde autour de vous, visiblement. Oui, David, il y a du monde. Et si vous entendez la foule scander et crier, c'est parce qu'en fait, il y a deux écrans géants qui sont sur France 2. Je vais vous laisser découvrir en images. Voilà. Il y a entre 3000 et 5000 personnes qui sont actuellement rassemblées ici au pied de la pyramide du Louvre. Et vous le disiez, cette pyramide du Louvre a été choisie pour 2 raisons. Parce que l'entourage de Emmanuel Macron ne souhaitait pas que ça soit trop marqué politiquement entre effectivement la place de la Concorde où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire et la place de la Bastille où François Hollande avait lui il y a 5 ans fêté sa victoire. Vous voilà ici, regardez la foule afflue à quelques minutes du résultat. On suit sur 2 écrans géants et sur France 2 donc ces résultats maintenant. Beaucoup de monde, beaucoup de drapeaux levés, beaucoup de hurrahs, n'en déduisons rien pour l'instant. Merci à vous Arnaud, à tout à l'heure sans doute. Maryse, vous nous disiez dans le quartier général, enfin dans le lieu de rassemblement où Marine Le Pen sera ce soir, il y a aussi quand même une certaine effervescence. Oui, et je peux vous dire que la température monte au sens propre comme au figuré. Il fait très très chaud ici. Il faut dire qu'il y a 500 journalistes accrédités et à peu près 1000 personnes invitées par le Front National. Donc il fait très très chaud. Les militants en fait sont maintenant tous rassemblés devant le pupitre où Marine Le Pen va prononcer ce discours. Ils viennent de chanter l'hymne national français sobrement, voilà, et ils attendent patiemment l'arrivée de Marine Le Pen, dont on nous dit qu'elle devrait prononcer son discours très tôt. 19h56, il commence à faire un petit peu chaud également ici sur ce plateau. Thierry Curtet, vous êtes à côté du Louvre auprès des militants qui soutiennent Emmanuel Macron. Effectivement, regardez, le dispositif de sécurité, je suis toujours à l'extérieur et je vais vous montrer toute la foule qui commence à se presser. Vous voyez, la file est en train de s'allonger. Ça se fait effectivement plutôt dans une bonne ambiance. Les gens acceptent tout à fait de patienter pour être fouillés plusieurs fois. Une première fois à l'entrée et puis une autre fois ici. Vous allez le voir un tout petit peu plus loin. Tous souhaitent être à 20h pile sur la place pour voir les résultats sur l'écran de France 2 qui est
est installé au centre de la place. Probablement qu'ils ne seront pas tous à 8 heures pétantes sur la place parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. Ça va prendre un peu de temps pour que tout le monde puisse arriver sur la place carrée. Merci à vous, Thierry Curtet. On continue de vous faire vivre ces dernières minutes, ces dernières secondes avant le moment fatidique. Jean-Baptiste Marteau, chez Marine Le Pen, est-ce que vous la sentez, la fièvre électorale, monter autour de vous ? On sent en tout cas une tension qui est en train de monter et le service de sécurité qui petit à petit demande aux militants qui se trouvaient plutôt derrière au bar de revenir devant l'estrade, là où Marine Le Pen va évidemment s'exprimer après 20h, là où les résultats vont être annoncés. Bon, ça fait pas plaisir à tout le monde, l'un d'entre eux me disait tout à l'heure, on est même obligé de faire de la figuration. On sent que la tension monte, c'est pas non plus l'ambiance des grands soirs pour le moment, mais petit à petit certains attendent de découvrir le chiffre qui va s'afficher sur l'écran sur France 2 dans quelques minutes. Merci Jean-Baptiste. 2 minutes. Maintenant, 2 minutes avant le résultat. Arnaud Comte, vous êtes sur l'esplanade du Louvre. Oui, Laurent, sur l'esplanade du Louvre, où vous le voyez derrière moi, les drapeaux français sont brandis dans le ciel. Il y a aussi, vous le voyez peut-être sur les images, quelques drapeaux européens. Alors, il y a beaucoup de monde. Il y a des familles, des enfants qui sont ici au pied de la pyramide du Louvre. Et on attend donc avec beaucoup d'impatience ici les résultats, car la plupart des gens qui sont ici attendent de connaître le futur président et de connaître le score surtout de ce deuxième tour. À tout à l'heure Arnaud, il est 19h58, on va rester en image sur les 2 lieux de rassemblement, ça y est, on y est, c'est le moment de vérité, les derniers électeurs ont voté ou sont en train de le faire, les bureaux de vote ferment dans les grandes villes et nous allons découvrir notre estimation des résultats de cette élection qui aura, quoi qu'il arrive, rebattu les cartes, qui aura pris tout le monde de court, tout le monde par surprise. Au moment où je vous parle, la presse et les dirigeants de toute l'Europe, d'une grande partie du monde, attendent ce verdict, les yeux braqués sur les écrans. C'est le cas aussi pour les partisans des 2 camps. Ici, on découvre l'image du quartier général de Marine Le Pen. On était sur l'esplanade du Louvre également il y a quelques instants. C'est l'issue de cette campagne. La plus incertaine depuis longtemps, c'est aussi ce soir, et quel que soit le visage qui va s'afficher dans quelques secondes, le